Allez, c'est parti. Salut Corentin, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment lever des fonds avec sa startup. Merci beaucoup Corentin d'être là aujourd'hui. Bah, salut, de rien Arnaud, merci pour l'invite. Euh, pour ceux qui te connaissent pas, on va rentrer direct. Qui t'es et c'est quoi Super Capital? Ouais, bah écoute, donc Corentin Orsini, je suis le fondateur de Super Capital en 2017-2018 à peu près. Au début tout seul pendant 3 ans et puis ensuite j'ai été rejoint par un certain nombre d'associés. Aujourd'hui on est quatre associés, quatre partners comme on dit dans ce milieu, et puis équipe d'une petite quinzaine de personnes réparties à un tiers entre l'equity et à deux tiers sur la dette. Ok. Et avant, et avant j'avais fait un parcours entrepreneurial. J'ai créé plusieurs boîtes avec parfois des succès, parfois des échecs. Et puis j'ai bossé aussi comme journaliste tech au tout début et ensuite en banque d'affaires. Ah, je savais pas ça, journaliste. Super Capital, j'ai l'impression que c'est un peu un néo fonds d'investissement. Euh, on va parler en détail de tout ce que de toutes les activités que vous faites. Mais d'abord, moi, j'aimerais bien, on va peut-être pour y arriver, peut-être faire l'historique un peu de comment tu as créé ça et au début, c'était quoi? Parce que moi, de mes souvenirs, et peut-être pour ceux qui connaissent, à l'époque, en 2019-2020, c'était une newsletter, quoi. Alors qu'en fait, c'était beaucoup plus que ça, j'imagine. Ouais, ouais, exactement. C'est tout à fait vrai. J'aime beaucoup ton terme de néo fonds d'investissement parce que c'est effectivement, on se considère un peu comme ça et donc c'est une bonne description. En fait, non, t'as raison. C'était une simple newsletter à la base. Entre 2017 et 2000 et décembre 2020, donc quasiment 2021, Ok. c'était qu'une simple newsletter où je partager des deals que je trouvais intéressants avec ma communauté, qui au tout début, ma communauté, c'était mes 15 potes slash connaissances de travail qui investissaient des petits tickets dans des boîtes de temps en temps. Et voilà, et aujourd'hui, 6-7 ans après, on est plus de 1000 investisseurs actifs à avoir déjà investi au moins un ticket chez nous. Donc voilà, donc à la base, on reste vraiment une communauté d'investisseurs, ça c'est ce qu'on est. Et effectivement, au début, on n'a envoyé que une newsletter avec de l'intermédiation et c'est tout. Et puis ensuite, bah, on a fait d'autres choses. On a fait des micro VC, donc des petits véhicules d'investissement. On en lève un chaque année. C'est un peu comme les champagnes, c'est millésimé. Et donc, on fait un millésime chaque année avec lesquels on lève à peu près 5 millions et on investit ces 5 millions dans une cinquantaine de sociétés. À côté de ça, on fait aussi, on en reparlera, je pense, des club deals, donc des SPV. Et puis encore à côté de ça, on aide les entrepreneurs à lever de la dette, de la subvention et tout ce qui est non dilutif. Ok. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la partie fonds d'investissement, micro-VC comme tu dis. On va un peu parler des SPV aussi. Avant qu'on arrive sur ces sujets, moi je voulais te faire un retour. Quand on s'était rencontrés, j'étais en train de faire ma levée de fonds avec Déclic. C'était en 2021. C'était entre septembre et décembre 2021. J'avais rencontré un Samuel chez toi. J'ai oublié son nom de famille. Je crois qu'il Ouais, s'appelait Samuel, ouais. Un super gars, Samuel, qui est resté longtemps chez nous et qui maintenant travaille pour un confrère, on peut les citer, hein, c'est Side Capital, Side Ouais. Angels, qui sont des gens super, très sérieux avec qui on co-investit souvent. Donc on est Génial. ravis de continuer à bosser avec eux, avec lui notamment. Et ben du coup, Samuel, quand je l'avais rencontré à l'époque, j'avais pris il y avait un leveur de fonds qui m'accompagnait. Je vais pas le citer parce que du coup, je vais dire un truc méchant sur lui. Donc, enfin, en tout cas, avec le recul, je pense que peut-être même lui, il était convaincu du bon conseil qu'il me donnait, tu vois, à l'époque. Donc, je vais pas dire qu'il m'a donné un mauvais conseil parce que c'est difficile, tu vois, de juger les conseils et de savoir si jamais les gens jamais fait. Mais à l'époque, ta newsletter, je la connaissais bien, on la voyait passer. J'avais même une amie à moi qui avait levé un peu d'argent grâce à ta newsletter et tout, donc je voyais que c'était un peu utile. Et lui m'avait déconseillé de le faire. Parce qu'il m'avait dit non, n'y va pas, parce que les deals qui vont là-dessus, c'est un peu comment il m'avait dit ça? Il m'a dit voilà, en gros, c'est les deals que tout le monde voit passer, du coup tu deviens plus trop exclusif et en gros bah, c'est pas des super deals, ça te donne pas une image d'une entreprise quali pour les investisseurs, au contraire ça Ouais. te discrédite. Et du coup, maintenant, je pense que c'est un mauvais conseil parce que je les vois passer. Ces deals, je vois que c'est surtout la nouvelle tendance en fait parce que c'est compliqué de trouver l'investisseur qui te correspond bien. Tout le monde n'a pas les réseaux, tout le monde. Moi, je suis toulousain, j'ai pas grandi à Paris. Enfin, je commence un peu à connaître des gens à Paris, mais ça prend du temps, ça a été long. Et donc j'ai un réseau nul, tu vois. Et maintenant,
pour expliquer pourquoi c'était un mauvais conseil, parce que je pense que c'était un mauvais conseil, mais peut-être qu'il n'en avait pas conscience. C'est quoi les chiffres un peu, pour que tu nous donnes une idée, tu vois, de cette newsletter? Combien en moyenne les boîtes, est-ce qu'elles lèvent toutes? Moi, j'imagine pas toutes. Et elles récupèrent combien grâce à cette newsletter en moyenne? Peut-être tu as des petits chiffres à nous partager? Ouais, ouais, bien sûr. En fait, mais il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. En fait, il y a 10 ans, le marché, donc il y a 10 ans, ça veut dire en 2014, tu vois, entre 2012 et 2016, le marché, effectivement, il était très organisé. Il était soit très organisé sur les gros deals, avec des leveurs de fonds, des banques d'affaires, des deals, etc. Bon, voilà. Et sur l'early stage, en gros, c'était un peu la jungle. Il y avait pas trop, on savait pas trop comment faire. Il y avait juste, en gros, comme tu le décris très bien, les gens qui avaient du réseau qui arrivaient bien et les autres qui galéraient grave. Et moi, c'est ça qui m'avait poussé notamment à créer Super Capital, c'était de dire les gens qui n'ont pas de réseau, en fait, je veux leur faciliter la tâche, les aider, tu vois. Après, c'est la question, c'est à quel point toi, tu es sélectif. Tu vois, donc nous, on a toujours été sélectif chez Supercal parce que on a entre les dossiers qu'on reçoit et les dossiers qu'on partage, on est entre 2 et 4%. Tu vois, on partage seulement entre 2 et 4% Il m'avait dit des, ça, Samuel, je me souviens, et ça m'avait flatté. Et c'est pour ça, moi, je m'étais dit, quand même, tu dis que c'est. Mais bon, ils sélectionnent quand même, tu vois. Tu vois, je me disais, bon. Ouais, c'est ça. Non, mais après, tu vois, la stratégie de chacun est différente. Donc, il y a des gens, il y a sûrement encore aujourd'hui, peut-être moins qu'avant, mais encore aujourd'hui, je pense qu'il y a sûrement encore des gens qui ne sélectionnent pas du tout les dossiers qu'ils reçoivent. Ils prennent les dossiers, ils font le passe-plat et ils les envoient. Bon, là, tu peux plus discuter la légitimité du truc. Nous, on n'a jamais fait ça. On a toujours été très sélectif. Ça, c'est le premier truc. Et puis, le deuxième truc, c'est que au fur et à mesure, tu construis ta marque, tu construis ta légitimité, tu montres que les dossiers que tu as sélectionnés, et certains arrivent à relever derrière sur des valos plus hautes, certains font des exits, etc. Donc voilà. Donc pour répondre après à la deuxième partie de ta question, écoute, nous généralement une startup chez nous, historiquement, avant 2022, tout ce qu'on a fait avant 2022, à chaque fois on trouvait entre 50 et 150 000 euros pour chaque startup En à peu moyenne. près. Voilà. Il y avait, en gros, il y avait 75% des startups que l'on partageait qui réussissaient à lever de l'argent avec nous. Donc, il y en avait 25%, on réussissait pas. Sur les 75% où on réussissait, ils levaient entre 50 et 150 000. Alors, il y avait parfois plus, parfois un peu moins, mais grosso modo, le gros de la fourchette, c'était ça. C'était à peu près 100 000 euros. D'accord? Ça, c'est ce que l'on a fait pendant des années entre 2017 et fin 2022, enfin mi-2022. Depuis mi-2022, le marché, il a beaucoup changé, beaucoup évolué, avec l'arrivée de beaucoup de club deals sur le marché, avec aussi l'arrivée de technologies et de nouvelles lois qui facilitent les choses. Et notamment, il y a un acteur qui est arrivé sur le marché qui s'appelle Roundtable. Et Roundtable, ça permet en fait quoi? Ça permet surtout à des acteurs comme nous de créer des SPV très facilement, rapidement et pour pas cher. Ça veut dire des véhicules spécifiques pour faire un seul deal et grouper les angels dedans. Et depuis qu'ils sont arrivés sur le marché, nous, ça nous arrange bien parce qu'en fait, on passe par eux pour faire des SPV. Donc en fait, depuis qu'ils sont là, on fait quoi? On fait deux choses. On investit des tickets avec notre micro VC et à côté de ça, quand on peut le faire, on fait un club deal en faisant un SPV. Et ce SPV, généralement, il fait entre 100 et 300 k en plus de notre petit ticket avec notre micro VC. Déjà, un gros big up à Roundtable. Je crois que leur CTO, il est toulousain en plus. Ok, je savais Voilà. pas. Juste, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette notion de SPV, qui est quand même assez nouvelle en France, mine de rien, et qui, je suis d'accord avec toi, est game changer, surtout en fait, parce que un club deal, historiquement, où tu te retrouves avec 40 mecs à ta table de capitalisation, c'est horrible. Par contre, les SPV, ça a tout changé. Donc SPV, Single Purpose Véhicule, donc c'est une société civile qui n'a qu'un seul but, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, elle va investir tout le capital qu'elle a collecté dans une société. Et donc généralement, tu l'appelles Super SPV, Super Capital X, le nom de la boîte. Donc tu fais un truc simple. Et dans ce SPV,
c'est les investisseurs business angels de ton club, du club, qui mettent chacun un ticket. Et donc, l'avantage énorme, c'est que eux tous, ils ont fait un réel investissement, donc ils peuvent défiscaliser cet investissement, parce que c'est une raison principale aujourd'hui. Un des avantages financiers de l'investissement, c'est de faire un peu de défisc, même si jamais c'est pas la motivation première des business angels. Et surtout, la startup, et ça c'est pour moi le plus important, elle a une personne à sa table de capitalisation. Et donc sa cap table, elle est propre, comme on dit, qui est une chose qui servira plus tard et que peu d'entrepreneurs rencontrent, mais qui pour moi est essentielle. Et surtout aussi, elle a qu'un seul interlocuteur. Tu gères comment toi cet interlocuteur unique dans ton club deal? Ouais, bah effectivement, c'est un très bon point. T'as raison. Donc, c'est un gros avantage pour l'entrepreneur d'avoir un seul actionnaire à son capital, en tout cas une seule ligne d'actionnariat, alors que derrière, il y a plein d'investisseurs. Mais c'est aussi un avantage de l'autre côté pour les investisseurs parce que les investisseurs, un, peuvent mettre des plus petits tickets et deux, finalement, pèsent un poids un peu plus lourd dans la table de capitalisation puisqu'ils sont regroupés. C'est comme un syndicat, un collectif, quoi, hein. Donc nous, effectivement, ce qui est intéressant, bah, c'est que on a l'habitude en fait de recevoir les reportings de nos participations, des boîtes dans lesquelles on a investi, et ces reportings-là, bah, ensuite, nous, on les partage au sein du SPV, au sein des actionnaires du SPV en question. Donc Ok. en fait, on fait un peu le relais comme ça entre les deux, et on a l'habitude de ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a presque 200 sociétés en portefeuille. Chose que Énorme. très peu de fonds ou de VC ont en fait, hein, à part Kima Ventures. Ce que j'allais dire. En fait, bah, il y a quasiment personne qui a autant de boîtes en portefeuille en France. Et ouais, c'est clair. Je pense que vous êtes les deuxièmes derrière Kima, je pense. Hein. Ah bah Dis- oui, c'est pas je pense, c'est sûr. C'est que Ok. le premier, il suffit de regarder les classements officiels. Le premier, c'est BPI, bon, indétrônable. Le deuxième, c'est Kima Challenge. Ventures. Voilà. Le deuxième, c'est Kima Ventures. Donc, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le véhicule d'investissement de Xavier Niel, fondateur de Iliad, Free, etc. Le parrain un peu de la mafia tech en France. Et puis nous, Super Capital, on est troisième sur le podium. Ok, putain, félicitations. Tu vois, je savais pas, je découvre. Je savais que vous étiez gros, mais je savais pas que c'était autant de deals. Ce club d'investissement, ce club deal, pardon, donc principe que je trouve incroyable et qui, je suis d'accord avec toi, est game changer. Plein de business angels qui mettent des tickets, j'imagine, aux alentours de 1000, 2000 euros. Le plus petit que tu peux mettre dans une boîte, ça peut monter jusqu'à 50 000. Généralement, c'est ça, les ordres de grandeur. Ouais, Euh, exactement. c'est quoi sa thèse d'investissement? Ah, alors, c'est une très difficile question parce qu'elle est vraiment hétérogène. Parce que on réfléchit tous différemment. Et donc, voilà. Mais en gros, si on devait faire plusieurs groupes un peu comme ça d'investisseurs, il y a ceux qui rêvent de faire un fois 1000, un fois 3000 et de changer leur vie complètement, que ce soit, tu sais, comme les Américains disent, Ouais. life-changing investments. Donc voilà, il y a ces mecs-là et oui, et ces nanas-là qui vont généralement investir des petits tickets entre 1000 et 3000 euros, entre 1000 et 10 000 euros par deal à peu près, et qui vont en saupoudrer plein, tu sais, qui vont en faire 20, 30, 50, 100. Ça, j'en connais plein et de plus en plus des gens comme ça. Bon. Ce qui est d'ailleurs, quand tu écoutes la plupart des investisseurs, apparemment, une des meilleures techniques parce que, il faut comme tu sais pas qui va gagner, c'est la technique de dire: «Bah, au moins j'ai un petit truc dans plein Oui. et celui qui va percer, ben, j'aurai un retour fois 1000 donc Ouais, ouais. C'est vrai que c'est une technique possible. Je sais pas si c'est l'une des meilleures, mais c'est une des techniques possibles. Le deuxième groupe d'investisseurs, c'est ceux qui sont vraiment complètement à l'opposé, c'est-à-dire ils vont mettre des tickets plus importants, de l'ordre de 20 000, 30 000, 40 000 par deal, et là, ils vont vouloir souvent être relativement proches du dirigeant, éventuellement l'aider, éventuellement être à son board, lui faire des introductions, réseau, etc. Voilà, c'est quelqu'un généralement qui est soit toujours en activité comme chef d'entreprise, soit non, on va dire ouais, c'est quelqu'un qui est toujours en activité comme chef d'entreprise. On va faire un troisième groupe avec ceux qui ont vendu leur boîte. alors Et là, attends, ceux qui ont le ouais, 2e pardon, excuse-moi, il met pourquoi? C'est quoi lui, il vise quoi? il met parce que il aime l'entrepreneuriat, il aime le business, il veut faire partie de l'écosystème, il veut aider, il veut rendre, il veut accompagner des gens et il n'a pas envie de se faire chier à acheter de l'immobilier. Ça le OK. saoule.
Voilà. Son retour sur investissement, c'est pas sa motivation première, on va dire. C'est pas sa motivation première généralement. S'il y en a un, enfin, il sait que c'est un asset qui peut ramener un peu d'argent, mais c'est de l'argent qu'il est prêt à perdre. Exactement. Mais d'ailleurs, dans tous les cas, il faut que les gens soient prêts à perdre leur argent parce que c'est très risqué. Oui, oui, mais il y a plus. Pardon, t'as raison, c'est très important. Mais le premier déjà, on est vraiment sur quelqu'un qui cherche la rentabilité, Ouais, euh, alors que et c'est sa motivation première. Alors que le deuxième, j'en parlais dans l'épisode juste avant toi ce matin avec Adrien Chaltiel. Ben, il y a vraiment une passion d'aider. Tu vois, Adrien nous racontait que lui, quand il investit, peut-être c'est un des investisseurs de Super Capital d'ailleurs, je sais pas, mais lui, quand il investit, il tombe amoureux de la personne en fait. ouais, non, non. Et clairement, il y a vraiment ces deux types de profils très, très différents et qui existent. Et voilà, il y en a pas un meilleur que l'autre. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Et par contre, on peut aussi donner un troisième. Je ferai un troisième groupe. Et ce troisième groupe, c'est les gens qui ont vendu leur boîte. Alors, les gens qui ont vendu leur boîte, en fait, ils se ressemblent tous et en même temps, ils sont tous extrêmement différents. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent tous parce qu'ils ils ont eu une grosse rentrée de cash d'un coup. Donc ça, tant mieux pour eux, c'est cool. Mais ils sont très différents parce que entre le mec qui a vendu sa boîte 500 000 balles, 500 000 balles, c'est beaucoup d'argent, mais tu t'arrêtes pas de travailler toute ta vie avec 500 000 euros. Et le mec qui a vendu sa boîte 500 millions, et il y en a, hein, il y en a quand même pas mal en fait, hein. Et ben en fait, il y a un monde énorme. Mais tous les deux, ils ont la même problématique, c'est de réinvestir cet argent. Soit ils oublient complètement le monde de l'entrepreneuriat, ils sont sortis de là, ils veulent plus entendre parler de ça, ils font que de l'immobilier et éventuellement des sociétés cotées et ils kiffent leur life et ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont vendu très cher, voilà, pourquoi pas. Mais en fait, l'immense majorité de tous ces gens-là, ils vendent leur boîte, mais ils restent quand même attachés profondément à l'entrepreneuriat, au business. Et aussi, il y a un deuxième aspect quand même en France, c'est l'aspect fiscal. L'aspect fiscal dit quoi? Il dit que si tu réinvestis 60% de l'argent que tu as touché quand tu as vendu ta boîte, tu le mets dans une holding, 60% de cet argent-là, tu le réinvestis dans des boîtes non cotées européennes, françaises et européennes, tu n'es pas fiscalisé. Donc ça, c'est intéressant pour plein de gens et qui se disent, OK, je vais finalement réinvestir 40% en immobilier, en société cotée, en ce que tu veux, et 60% en société non cotée, donc en start-up, scale-up, private equity, voilà. Et ces gens-là, du coup, ils ont un incentive fiscal et ils ont aussi cette passion dont on parlait tout à l'heure des chefs d'entreprise. Ils l'ont conservée et donc effectivement, souvent, ils ont plus de temps. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens qui ont vendu, d'abord, ils ont un timing contraint assez serré. Ils doivent réinvestir dans les 2 années qui suivent leur investissement, donc c'est assez Ah ouais. rapide, hein. Ça peut être C'est assez assez intense. C'est rapide, pour ça qu'il y a des liquidités des fois assez fortes sur certains fonds d'investissement. exactement. Et aussi, ces gens-là, souvent, l'immense majorité du temps, ils aiment bien investir, mais finalement, ils se rendent compte que c'est un vrai métier et que ils étaient finalement meilleurs entrepreneurs. Et investisseurs, ils se trouvent un peu loin du day-to-day, des opérations day-to-day. Et finalement, ils vont faire ça un an ou deux. Ils vont arrêter, ils vont attendre un peu que le cash revienne un peu. Ils vont aussi remettre 4, 5 ans après. Mais tu vois, c'est un marché vraiment très fluctuant. Ils vont peut-être c'est un peu genre, je m'imagine demain, tu vois, gagner, c'est un peu gagner au loto, tu vois, genre avoir une énorme somme d'argent et bah, en fait, tu testes des trucs et aussi tu vois ton appétence pour ça parce que, hem, hem, en fait, il y a des fois, t'investis mais tu te rends compte que t'aimes pas ça. Ou alors tu te rends compte Exactement, que il y a des trucs dans exactement. l'investissement que t'aimes pas ou il y a des trucs que t'aimes et je pense que c'est un peu un stage pour eux, tu vois, genre ils se cherchent. Est-ce que j'ai envie d'être ce type d'investisseur-là? C'est 100% ça. Xavier Niel, il a pas pris Jean de la Roche-Brochard, il a pas pris un employé, il a pris quelqu'un dont qui c'était le métier professionnel parce qu'il savait que lui, il aurait jamais le temps et l'énergie, à l'envie, je sais pas, mais en tout cas le temps et l'énergie de faire ça. Donc les mecs Exactement. là, ils viennent faire appel à vous, du coup, dans la partie club deal ou alors aussi, ou plutôt dans la partie microfond. Les deux. Vraiment les Ok. deux. On a vraiment, chez nous, les gens viennent, ils font soit que du club deal, soit que du micro VC, soit les deux. C'est vraiment, il n'y a pas un groupe qui est plus représenté que les autres. Donc en fait, t'as pas de, ok. Donc et t'as pas vraiment de thèse à proprement parler, si ce n'est que, enfin, t'as pas de thèse ni marché, ni techno, ni quoi que ce soit.
Par contre, vous avez une vocation un peu dans le typologie startup, donc entreprise qui peut avoir une forte croissance, qui vise une forte croissance. C'est la différence entre une startup et une PME. Une PME, elle vise une rentabilité à court terme, elle vise pérenniser les activités. Une startup, elle est prête à mourir. C'est get rich or die trying, quoi. Donc, vous prenez et tu as toujours une équipe du coup derrière avant d'amener ces deals-là à tes business angels qui trient, qui filtrent, qui analysent les fondateurs, la potentialité, etc. Et est-ce qu'il y a un potentiel ou non, et du coup est-ce que c'est intéressant sur la partie donc ça c'est sur la partie club deal, tu balances et sur Roundtable les gens ils disent je m'étends. L'outil il est incroyable pour ça. Sur la partie microfond, comment est-ce que du coup t'opères? Est-ce que là t'as une thèse d'investissement ou est-ce que c'est un peu le même principe? Comment tu parce qu'un fonds t'es Alors, obligé de vendre à des LPs donc ouais, ouais. En fait, alors oui, c'est à peu près la même chose, mais il y a deux, trois détails différents. En gros, c'est la même chose parce que effectivement, on est agnostique sur les secteurs d'activité. Par contre, comme tu l'as très bien dit, on ne veut que des boîtes qui peuvent scaler rapidement, si possible rapidement, grâce à un levier fort qui est généralement la tech. La tech, un brevet, tout ce que tu veux. Maintenant et donc effectivement, comme tu l'as dit, on fait que de l'early stage, donc du seed et du pre-seed. On laisse la série A, B, C aux gros qui savent très ok. bien le faire et Donc, qui ont 100 fois plus de moyens que nous. donc site précise, c'est des tickets de combien? Alors seed pre-seed, donc c'est des levées généralement. L'entrepreneur lève en equity entre 300 000 et 1,5 million, Ok. grosso modo. Et sur ces 300 000 à 1,5 million, entre le micro VC avec lequel on met un premier ticket de 50 ou 100 K et le SPV avec lequel on met 100 ou 300 K, eh ben, on prend une petite partie du tour de table. On prend entre 10 et 30% du tour de table lui-même, tu vois. Ouais, ouais. Donc on est quasiment jamais lead. C'est assez rare qu'on soit lead, très très rare. On est souvent, alors en fait on est ni lead ni follow parce que pour qu'on soit follow, il faudrait qu'il y ait un lead. Mais généralement quand on entre, il n'y a pas de lead. En fait, il y a que des BA et nous, quoi. Tu vois. Parfois, on rentre, il y a un fond. Mais en fait, quand on rentre et qu'il y a un fond, c'est que soit la boîte est déjà bien avancée, Ouais. soit que la boîte n'est pas avancée, mais que c'est un serial entrepreneur qui a déjà vendu une boîte avant. Tu vois. Ok. Et du coup, donc sur le fond, tu mets un ticket de 300 000 Non, et sur le SPV, sur le club deal, le un club deal, ticket pardon, ouais. entre 100 et 300 K. Sur le microfond, le micro VC, généralement le premier ticket qu'on met, parce qu'il faut l'envisager sur la durée de vie, le premier ticket qu'on est, il est relativement modeste. Généralement, il est entre 50 et 100 K. Ok. Et comment tu fais la différence entre enfin, pourquoi est-ce qu'un deal, ton fonds, il va y aller? Enfin, ton club deal va y aller, mais ton fonds, il va pas y aller. Ouais, très bonne question. En fait, il y a des deals, par exemple, il y a des deals qui sont défensifs, c'est-à-dire qu'il y a des deals qui sont moins risqués que les autres, sur lesquels tu sais que tu feras jamais un x100 Ok. parce que tu vois, c'est pas assez scalable ou c'est scalable mais pas assez. Ou alors le marché, il est pas gigantesque, il est juste relativement gros mais pas gigantesque. Tu vois, toutes ces choses-là qui font te dire que, ou alors la valo est très élevée par rapport au potentiel, etc. Et tu te dis, tu vas faire sur ce deal sans trop de risques un x3, x4. Et c'est génial. Et il y a plein de BA que ça intéresse. Et on va le D'accord. partager en SPV. Par contre, on va pas y aller avec le micro VC. Pourquoi? Parce que si tu commences à faire des deals à x3, x4 sur un micro VC, t'es mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur un fonds d'investissement, le principe d'un fonds d'investissement, en VC, je parle, c'est de miser sur des boîtes qui peuvent vraiment exploser et qui peuvent rembourser toutes les pertes des autres. Et si on n'a pas une ou deux ou trois boîtes comme ça dans le fonds, dans le véhicule collectif, qui remboursent toutes les pertes des autres, on est mal parce qu'on fera pas de perf. Donc, ça veut dire que dans le micro VC, il faut vraiment qu'on vise des boîtes qui, on pense, peuvent faire x10 et plus. Et dans le SPV, dans le club deal, on mise aussi sur des boîtes qui peuvent faire x10 et plus, mais en plus de ça, on rajoute des boîtes qui sont plus défensives, moins risquées, sur lesquelles tu peux faire ton x3, x4 en limitant la casse et les risques. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est pour ça que c'est pas antinomique qu'une boîte lève avec le club deal
et pas avec le microfond, ça veut pas dire qu'elle pourra pas faire un x100, parce qu'encore une fois, c'est une intuition, c'est une analyse personnelle. C'est notre analyse, c'est que notre analyse, hein, ouais. Ouais, si tu le savais vraiment, je pense que enfin, personne ne peut savoir, c'est impossible. Ouais, non. Et du coup, tu as dit un truc qui m'a chatouillé l'oreille. Du coup, tu as dit c'est mon premier ticket. On met aux alentours des 50-100 000, donc c'est un tout petit ticket. Parce que du coup, tu as pour stratégie de remettre. C'est déjà la stratégie du microfond. Ouais, tout à fait. Donc en fait, tu vois, si on regarde un peu le premier véhicule, par exemple, que l'on a créé fin 2020, et là on est début 2024, donc il a un peu plus de 3 ans d'existence. Sur ce premier véhicule, on a investi, par exemple, dans 45 sociétés. Ok. Sur ces 45 sociétés, alors d'abord, il y en a 5 qui sont mortes, 3 ans après, hein, déjà, donc voilà. Bah, de Et toute façon, ensuite, tu vas en avoir. Si tu regardes tes chiffres, normalement, il y en a 90% qui vont mourir. ouais, alors j'espère pas autant, mais plutôt 60, ouais, plutôt Ok. 60%. Mais en gros, donc il y en a 5 qui sont mortes 3 ans après. Et sur les 40 restantes, il y en a une bonne dizaine, et un peu plus qu'une dizaine, qui a refait un tour de table après nous sur une valo plus importante. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, sur ces 10 boîtes, elles nous ont dit, bah voilà, on refait un nouveau tour de table. Est-ce que vous participez? Et donc, ce qu'on a vu, ce qu'on a regardé, c'est comment cette boîte s'est comportée depuis qu'on a investi. Si ça nous a paru intéressant et si cette boîte, elle nous a paru surperformer les autres, eh ben, on s'est dit, OK, on remet. Et on remet avec quoi? On remet un petit peu d'argent avec le premier véhicule, avec lequel on avait mis un ticket, mais on peut aussi remettre avec le véhicule numéro 2 ou numéro 3, en fonction de l'année à laquelle elle fait son deuxième tour de table. Et évidemment, c'est là la beauté du modèle, on peut faire un SPV pour suivre sur ce deuxième round, ce deuxième tour de table. Donc le modèle, c'est quoi? C'est de mettre plein de petits tickets, de voir les boîtes qui performent le mieux, de remettre dans les boîtes qui performent vraiment, qui surperforment très fort le portefeuille, et surtout de négocier avec les entrepreneurs pour pouvoir mettre le maximum, pour pouvoir investir le maximum grâce à notre communauté et donc grâce à notre club deal, nos SPV. Et donc, si dans une boîte, on a mis 50 000 et qu'on voit que un an et demi après, elle se développe super bien, on va remettre, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, 150 ou 200 000, d'accord? Et encore un an ou deux après, elle se développe super bien. Là, pour le coup, on va encore remettre 600 000, tu vois. Donc, ce qui fait qu'en tout, on aura mis quand même 800 ou 900 000 en 3 ans, ce qui pour nous est beau par rapport à la taille des fonds qu'on gère et qu'on lève, hein. Ok, donc ouais, je comprends mieux et je vois aussi la puissance, tu vois, que peut avoir ces club deals. Et, C'est ça. et j'ai hâte que ça se développe plus parce que je pense que c'est avec Game Changer en France et en Europe pour lever des fonds. C'est un peu Mais clairement, c'est clairement, tu vois, moi je me souviens quand j'avais monté ma boîte en 2019, 2020, il y avait vraiment, on parlait vraiment d'un trou dans la raquette entre le Family and Friends et le venture capital à plusieurs millions. C'était compliqué en fait, et je pense que les club deals vont amener aussi ce côté, tu vois, et- plus besoin d'avoir fait l'X, plus besoin d'avoir fait ouais, HEC. Tu peux avoir du réseau. Ça veut pas dire qu'il y aura, en tout cas, il y aura plus de possibilités d'accéder à, tu vois, à ces étapes-là, même si ça veut pas dire que les gens ils y arriveront, quoi. ah, mais t'as 100% raison et c'est marrant parce que tu vois, toi tu parles de ça en 2019. Moi j'étais dans ce game 10 ans avant, en 2009, et on parlait déjà de cet equity gap et on le présentait exactement de la même manière. Il existait déjà de la même manière. Et donc en fait finalement, si on voit aujourd'hui, on est 15 ans plus tard, en 2024, ça commence tout juste à être résorbé, ce gap, tu vois. Et donc effectivement, il faut un temps de fou, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord que on est au début de ça. On est vraiment au début et il va y avoir beaucoup de choses qui vont apparaître. Euh, Tu dis du coup des tickets à 600 000. Il faut de l'argent pour les mettre ces tickets-là. Tes LPs, donc LPs pour Limited Partners sur tes microfonds. C'est qui ces gens-là? Tu les connais comment? C'est exactement les mêmes trois groupes dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui sont freelance, cadres, employés, lambda, etc. Bon, et qui mettent des petits tickets de 2000, 3000 dans les SPV. Il y a les chefs d'entreprise qui veulent accompagner, etc., qui mettent des 10 000, des 20 000, des 30 000.
Et il y a ceux qui ont vendu leur boîte et qui mettent des tickets un peu plus importants, parfois 50 000, 100 000, 200 000, voilà. C'est toujours ces trois groupes. Et comment est-ce qu'on les connaît? Bah écoute, c'est du réseau, c'est le développement de notre marque, c'est nos investisseurs actuels qui nous en envoient d'autres, qui nous recommandent d'autres par bouche à oreille. Ce sera de plus en plus ces prochaines années, j'espère, de plus en plus de médiatisation. Voilà, donc c'est le pouvoir, tu sais, de la communauté et des grands nombres. C'est le network effect, l'effet de réseau dont on parle beaucoup pour les marketplaces. Tu sais, à partir du moment où tu atteins un certain nombre de personnes dans un groupe, bah là, les opportunités sont vraiment multipliées de manière presque exponentielle. Et en fait, c'est ça, c'est qu'au début, si tu veux, 2018-2019, ben, j'avais quoi, 15, 30, 50 investisseurs. Et là-dessus, j'en avais peut-être seulement 10 ou 15 de vraiment actifs, tu vois. Mmh. Et donc, chaque année, ben, on a connu une croissance de ce chiffre-là. Et en fait, plus t'en as, plus t'en as d'actifs. Et forcément, plus ça fait du business. Et d'ailleurs, ces gens-là, ces investisseurs-là, eux nous envoient aussi beaucoup de deals eux-mêmes. Oui, c'est le principe aussi, c'est que t'as une armée qui qualifie parce qu'elle a envie aussi de trouver les bons deals je pense que c'est très, très bien. Tu leur as, du coup, tu prends dans ce fonds d'investissement parce que généralement, j'entends que les fonds d'investissement prennent plutôt des gros donneurs, tu vois? Genre, les LPs, ils mettent plusieurs millions, voire dizaines de millions, voire centaines sur des fonds énormes. Dans ton cas, du coup, tu prends aussi des LPs qui ont mis des tickets à, 10 000 balles, quoi? Oui, alors effectivement, nous, une très 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 grosse différenciation sur le marché, c'est que la plupart des fonds de VC, effectivement, ils lèvent des tickets de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, comme tu viens de le dire, auprès d'institutionnels, donc auprès de banques, d'assurances, de corporate. Et parfois, et de plus en plus, ils lèvent des tickets de particuliers fortunés. Et ces tickets de particuliers fortunés, ils commencent à 100 000 euros, généralement, et jamais en dessous. Et souvent, ils sont plutôt à 200, 300 000. Et ça, c'est encadré par la loi, etc. Nous, comme on a un modèle hybride et différent, effectivement, on accepte les tickets dans le véhicule à partir de 20 000 euros, ce qui est 5 fois inférieur au ticket minimum des autres. Par contre, on est contraint par un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lever plus de 8 millions par véhicule, ou en tout cas par OK. an. Enfin, c'est pareil pour nous, bah, véhicule ou par an. Donc, nos véhicules sont petits. Et on est simplement déclaré auprès de l'AMF, on n'est pas régulé. Donc on n'est pas une société de gestion, on a le droit de décider dans quoi on investit sans demander l'accord de nos actionnaires. Ça, on n'a pas le droit du tout, hein. Et en fait, les fonds d'investissement, ils ont le droit de faire ça, hein, ils ont une gestion pour compte de tiers, c'est-à-dire qu'ils peuvent investir X millions d'un coup dans une boîte. Voilà. Sans Nous, le on n'a dire. pas le droit de faire. Ouais, alors bon, généralement, il y a quand même un organe de gouvernance. Enfin, en tout cas, théoriquement, sur le papier, oui, ils pourraient. Après, généralement, c'est encadré, ils doivent demander l'avis du bon. Mais nous, en tout cas, c'est clair qu'on n'a pas le droit. Même si on voulait, on pourrait pas. Donc, on fait voter nos actionnaires, nos fameux actionnaires, LPs, chefs d'entreprise, freelance, tout ce que tu veux. Les gens qui ont mis chez nous entre 20 000 et 1 million chacun, eh bien, on les fait voter sur les deals. Et si on a une majorité qualifiée de oui, on investit. Si on l'a pas, on n'investit pas. OK, ah, c'est hyper intéressant. Donc en fait, ils sont ultra actifs tes LPs parce que généralement, les LPs des fonds d'investissement, en gros, le mec il les voit une fois par an, j'exagère, mais enfin, je suis sûr que Exactement. j'exagère même Non, pas, tu c'est n'exagères pas, c'est la stricte vérité. un resto chaque année où il lui montre les chiffres, il lui dit que le fonds a performé, il remet 10 millions et c'est reparti, quoi. Alors et puis le C'est resto, bon. exactement ça. C'est Alors que exactement toi, ça. Et nous, on les tu fait les voter, on fait des événements, on les fait voter. Enfin, on est proche de notre communauté d'investisseurs. Ouais. OK et est-ce qu'un mec qui a mis, j'exagère, mais tu vois, le mec qui a mis, 100 000 et le mec qui a mis 1 million, ils ont le même poids dans les votes ou t'as fait un Non, système comme ça? non, ils n'ont pas le même poids dans les votes. Le vote se fait à la détention capitalistique du véhicule. OK. Donc, le mec ou la fille qui a mis 1 million versus celui ou celle qui a mis 100 000, bah, il a à peu près 10 fois plus de poids. OK, top. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Parce que j'ai plein de questions sur le système que je trouve, assez intéressant. Mais oui, tu leur as vendu quoi comme, retour sur investissement à ces LPs? Tu leur as dit, le premier, tu avais une idée de ce que tu voulais avoir comme retour ou? Ouais, ouais, ouais.
Le tout premier véhicule qu'on a levé, alors il faut savoir que il faut comprendre que le premier qu'on a levé, c'était en 2020. Comme tout le monde le sait, 2020 est une année très exceptionnelle dans l'histoire. Et pourquoi, en quoi nous ça nous a impacté? Les gens, de manière générale, la plupart des gens ont eu plus d'argent parce qu'ils n'ont pas pu dépenser en restaurant, en vacances, etc. cette année-là, donc ils ont eu plus d'argent pour investir. Deuxième chose, c'est qu'en 2020, la tech, le digital a explosé en valorisation, etc. Donc, ce qui fait qu'en fait, on était au bon endroit au bon moment parce qu'on a levé ce premier véhicule entre le printemps et l'automne 2020, d'accord? Et donc, ce qu'on visait, c'était de lever simplement 500 000 euros dans ce véhicule pour investir dans une dizaine de boîtes, des tickets de 50 000. Et en fait, on s'est retrouvé à lever 3 millions. Donc, ça a vachement dépassé nos espérances, tu vois. Donc, c'est cool. Et c'est ce qui a donné lieu à plein d'autres développements après de Super Capital. Mais donc, il faut bien comprendre qu'à la base, on était parti simplement pour faire ça et on s'est organisé un peu en marchant, quoi. Et du coup, on leur a proposé, on leur a dit, nous, ce qu'on vise, c'est de faire sur la totalité du véhicule un x3, avant notre caride. Donc ça veut Ok. dire que nous, ce que l'on vise, c'est de vous faire faire, c'est de nous faire faire collectivement un x3 avec un modèle qui est que nous les trois fondateurs, on prend 20% de caride, donc 20% de la plus-value, et on redistribue 80% du reste. Et Ça, c'est toi, l'objectif. ok. Et toi, contrairement à un fonds d'investissement, on parlait de cette règle là du 220, 2-20. Toi, t'as le tout, les fee management fees. Comment ça se passe, ça aussi? Non, alors, le premier véhicule, en 2020, on a pris zéro à l'entrée. Zéro. Zéro commission, rien. Et on a juste dit, si on performe, on prendra un carry de 20%, ça veut dire on prendra 20% de plus-value. Voilà. Ok. Mais c'était le premier. Donc, voilà. Le deuxième véhicule, on s'est bien rendu compte qu'il fallait embaucher des gens pour organiser tout ça, qu'on avait des charges, accessoirement, on voulait se payer un petit peu. Bon, bref. Donc là, on a pris 6% à l'entrée et toujours 20% à la sortie de Caride. Mais ces 6%, on les prend pas chaque année, on les prend juste une fois au début. Oui, donc finalement, ça peut faire moins cher qu'un 2% chaque année, quoi. Ça fait complètement moins cher qu'un 2% chaque année parce que généralement, les fonds, ils prennent 2% par an pendant 5 à 10 ans. Ouais, donc au final, ils prennent, ils prennent Ils prennent 10 à beaucoup. 20%, quoi. Ouais, ils prennent 10 à 20%. Nous, en fait, on prend 6. Véhicule numéro 3, pareil, 6. Je pense que le véhicule numéro 4, on va prendre un tout petit peu plus pour se mettre, alors pas au standard du marché, pas au standard des autres, pour rester toujours moins cher que les autres, mais euh, pour être compétitif dans la manière d'être organisé en interne, processé, etc. On sera autour de 7-8%, je pense, à l'entrée, et toujours les 20% de carry à la sortie. Et pourquoi, du coup, pourquoi t'as pas fait un 2-20 classique? Pourquoi tu as préféré le prendre en one shot plutôt que de dire, bah, il y a un truc qui existe, tout le monde connaît, c'est plus Pour simple. deux raisons. En vrai, tu as raison, mais en fait, pour deux raisons, on l'a fait. Un, ça nous a arrangé d'avoir le cash tout de suite, parce qu'on est une petite boîte en croissance, et voilà. Deux, de par le modèle, ce qui est intéressant, c'est comme on lève un fonds chaque année, un véhicule chaque année, en fait, finalement, les 6% qu'on prend ou les 7% qu'on prend, certes, c'est une fois à l'entrée, mais si on enlève un chaque année, en fait, ça arrive, ça vient chaque année. Versus un gros fonds qui lève un fonds tous les 4-5 ans, et lui, il est obligé effectivement de prendre chaque année, tu vois. Et dernière raison, on voulait être moins cher aussi que le marché parce que on est des nouveaux entrants, on a un modèle hybride, on a un modèle différent, donc on voulait un modèle différent. Ok, ça marche. Je comprends mieux. On arrive déjà à la fin, ça passe à une vitesse à chaque fois. Je vais te laisser mais déjà merci d'avoir répondu à tout ça. Je vais te laisser le mot de la fin. J'adore les coups de gueule. J'adore les coups de gueule parce que je pense que c'est une bonne représentation des choses qui vont pas dans la société et qu'on a envie de changer. Euh, J'aime bien aussi les messages des trucs qui sont cool et tu vois qui sont bien, mais les coups de gueule généralement il y a ce petit truc où on a envie d'améliorer quelque chose. Donc, je te le laisse. Si tu as un coup de gueule, si tu as pas, tu peux passer un coup de bien, un coup de bonne nouvelle aussi. Mais sur les entrepreneurs, investisseurs, business angels, nos amis de la BPI,
Voilà, fais-toi plaisir. Ah, en fait, non, si j'avais un petit message à faire passer, slash coup de gueule, effectivement, ce serait de dire, quand même, rappelons-nous qu'on est quand même une niche dans la niche dans la niche dans la niche. On a l'impression que les startups, il y en a à chaque coin de rue, les investisseurs, machin, tout ça, c'est génial. Et moi, je suis le premier à trouver ça génial. Ce métier, c'est ma passion. Ça fait 15-20 ans que je suis là-dedans. Enfin, voilà. Mais faites gaffe rappelez-vous que 99% des entreprises créées, elles lèveront jamais d'argent. Elles seront rentables dès le premier jour. Elles feront pas des croissances de malades. Voilà. Donc rappelez-vous qu'on est vraiment dans un microcosme dans le VC, dans l'entrepreneuriat comme ça, scalable, etc. Et donc, ne prenez pas pour acquis forcément les choses qu'on va vous dire, etc. Parce que tout ça, ça évolue. C'est récent comme marché. Et ça, c'est côté entrepreneur. Et côté investisseur, attention, il y a certains acteurs qui arrivent sur le marché récemment, etc., et qui promettent monts et merveilles en disant vous allez avoir des retours sur investissement incroyables, etc. Non, c'est faux, c'est pas garanti, on n'en sait rien. Peut-être que vous allez gagner beaucoup d'argent. Moi, je t'ai dit toi, tout à l'heure, il y a 5 minutes, Tu espères. j'espère faire un x3, mais ça se trouve, on va faire un x0. On n'en sait rien. Et ça, honnêtement, comme tu le disais aussi au début de la vidéo, ne vous laissez pas berner par les gens qui vous disent venez chez nous, vous allez gagner 25% de TRI par an. C'est faux, c'est pas possible parce que si ça existait, on investirait là-bas. Or, c'est pas le cas. Donc faites gaffe à ça. Ok, j'aime bien. Merci beaucoup pour ces deux messages, surtout pour rappeler, j'aime bien ce coup de gueule sur les investisseurs, mais pour rappeler aussi aux entrepreneurs qu'on est une niche de niche de niche et que les PME, c'est très louable. C'est juste un autre jeu et que les startups, c'est en fait finalement, même si on est surmédiatisé par rapport à ce qu'on fait, C'est ça, on n'est pas la majorité des entrepreneurs. c'est ça. Merci beaucoup Corentin, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les pousser en commentaire sur YouTube, LinkedIn, TikTok, partout où vous voyez ces vidéos. Vous pouvez me poser des questions à moi, vous pouvez poser plein de questions à Corentin. S'il y répond pas en commentaire YouTube, j'irai le chercher, j'irai chercher les réponses. Il n'y a aucun souci, donc n'hésitez pas. Je te remercie encore Corentin pour ce moment. Bah de rien, merci pour l'invitation. Très sympa. Avec plaisir. Et puis à tous et à toutes, je vous dis au prochain podcast. Ciao tout le monde.